choisi ce livre-là, je vois la 4e de couverture, un ministre de la marine de guerre, des faux-monnayeurs, des Antillais en Picardie, des Corses, partout ailleurs, un magistrat comme patriarche, des sœurs sans compter et surtout une mère de toute beauté pour animer la chronique magique d'une famille recomposée, se moquant des continents et des mers. Ah bah, je vais vous montrer la photo. Ça, c'est formidable. Je vais vous montrer la photo de ma mère quand même. Parce que ma mère était fort. Et c'est très d'actualité, je pense. Ça. Oui, c'est d'un peu d'actualité. Là, on parle de communauté, on parle d'intégration, on parle de famille recomposée. Alors ma mère était une... Et qui est donc la fille de cette dame-là. Oui. Mais je ne l'ai pas choisie parce qu'elle est beaucoup plus typée, ma mère. Ah, oui. Elle est en réalité, elle est beaucoup plus identifiable. Oui. Elle était beaucoup plus noire. Elle avait des traits d'européenne, hein. Oui. Pas des traits négroïdes. Elle avait des traits d'européenne, mais elle est plus typée. Tandis que sa mère. Négroïde est peut-être un peu. Ben non, c'est comme ça. Moi, je parle le français. Hein. Oui. Mais ils ne sont pas contents, c'est pareil. Vous pouvez le mettre. Je parle français. Oui, on ne dit pas des traits, machin. J'ai pas peur des mots. Actuellement, il y a le politiquement correct. Ah bah on va en crever. On va en crever du politiquement correct, c'est évident. Oui. Et donc, il faut au moins que quelques-uns résistent au politiquement correct. Oui. Je fais partie de ceux qui souhaitent être parmi les résistants du politiquement correct. Et donc... Et ce livre, donc, il est merveilleux. Je trouve qu'il parle de mille et une choses. Vous le présentiez comme un rapport de gendarmerie, mais c'est pas du tout ça. C'est plutôt... ça brille de partout. Je sais pas, ça brille. Ça raconte des gens qui sortent un peu du commun. Oui. C'est évident. Non, c'est des gens qu'on rencontre pas souvent. Non. Et qui ont d'ailleurs des carrières très brillantes, je trouve. Oui. Bah, il y en a un ou deux, oui, il y en a un ou deux. Il y a eu des pour et des contre. Quand vous lirez, quand vous aurez l'occasion, parce que vous allez le lire, vous verrez que c'est pas blanc-bleu. Il y a des choses qui sont très prestigieuses, d'autres beaucoup moins. Ça fait partie. C'est le charme des vies. Oui, tout à fait. Une vie n'est pas faite que d'étoiles. Absolument pas. Il y a des moments plus sombres. Oui. Voilà, il y a des moments sombres. Et puis il y a des moments assez prestigieux. Parce que si tout brillait, ce serait un conte. Ben oui, ça serait un conte, et puis ça serait absolument ennuyeux. Il y a un ministre qui est un personnage important, puisque là vous le voyez, vous le voyez pas, mais vous l'imaginez. Il est photographié avec Winston Churchill, les deux en 1940, ministre des marines de guerre. Churchill est Lord of the Sea, ministre de la marine de guerre, et César Campinki est, lui, ministre de la marine de guerre français. Et au-dessus, d'ailleurs, il lance le cuirassé, le Richelieu. Nous sommes en 1939, il va lancer le Richelieu. Et donc, c'est un personnage important dans son village corse. Oui. Et c'est mon grand-oncle paternel. Alors, nous sommes ici dans la maison du docteur agricole, fait construire il y a 120 ans. En 1902-1903. Oui. Il a fait construire cette maison. Avant, il avait habité en face pendant une dizaine d'années. Il a commencé son métier de médecin à Ambleny Alors, il a commencé son métier de médecin libéral à Ambleny. Avant, il était médecin hospitalier à Tours. Surprenant pour les habitants du coin. Oui, à l'époque, c'est vrai. Il n'y avait pas de photos. Oui. Il n'y avait pas de vidéos, il n'y avait pas d'images. Donc on se représentait le noir, même pas par des photographies, des dessins. Et donc ils ont vu arriver un monsieur qui avait un physique d'Africain, parce qu'il n'avait pas simplement la couleur, il avait aussi le masque africain, c'était pas les traits africains. Et par conséquent, c'était étrange. Et il était d'origine ? Il était de la Martinique. Et donc il était boursier. Il appartenait à une famille qui était déjà émancipée depuis peut-être 100 ans. Il y a eu des émancipations tout au long de la mise en esclavage. Avec le général Dumas, par exemple. Il y a eu Dumas qui a été émancipé par son père, qui avait fait Dumas, le général, avec une esclave, et qui a émancipé la mère et le fils. Et c'était assez courant dans la vie réelle.
Et donc la famille agricole était déjà une famille, son père était déjà conseiller général du département. Donc c'était une famille notable. Et lui est venu faire des études en France, plus précisément à Toulouse, et puis il a voulu repartir à la Martinique pour s'établir. Et l'administration française lui a dit non, 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 sûrement pas, parce qu'il y a déjà trop de médecins noirs. Il n'y en avait pas de blancs, il y avait que des noirs. Trop de médecins, comme il y a trop d'avocats à la Martinique, donc il faut que vous vous trouviez ailleurs. Et on lui a dit, il y a un village... Trop d'avocats, trop de médecins. Oui, à la Martinique, il y en avait déjà trop. Oui. Et donc on lui a dit, il y a un village dans l'Aisne qui cherche un médecin parce que leur médecin est mort depuis 4 ans. C'était pas du tout un type du pays, c'était un Alsacien qui avait quitté l'Alsace. Le docteur Beaune, il avait quitté l'Alsace en 70, quand les Allemands sont arrivés en Alsace, et c'était donc un immigré. Alors ils ont pris un deuxième immigré qui venait des Antilles, et ils ont découvert ce médecin étrange, parce qu'extrêmement cultivé. À l'époque, on avait une culture énorme, on parlait grec et latin, en tout cas on le lisait dans le texte, et il a été adopté sans aucune difficulté. J'écris dans mon livre que probablement il a été d'autant plus adopté qu'il l'a été d'abord par la famille Ferté de Vaubéron. Il y avait un cultivateur patriarche à l'époque, dans les années 1890, qui régnait sur la ferme de Vaubéron, et comme les Ferté. Puis les fermes de l'époque, ils employaient beaucoup de monde, ça n'a rien de comparable avec aujourd'hui. Rien, il y avait des centaines d'ouvriers agricoles qu'on appelait, curieux à l'époque, on les appelait les domestiques de ferme. À l'époque, ça s'appelait les domestiques de ferme par opposition aux domestiques de maison. C'était le terme. Tout est dans le nom. Et donc, il est arrivé en Bleuny, s'est installé, et voilà comment les choses ont commencé. Alors, on peut se dire que pour arriver à moi, il y a juste une petite difficulté. Le processus vient du fait que le docteur agricole et sa femme, qui était aussi antillaise, née à la Martinique, n'avaient pas d'enfants. Je vois sur le livre là, une dame qui peut être antillaise, je ne sais pas, sur la couverture de votre livre. Oui, c'est toute ma question. Cette dame, et je l'ai choisie parce qu'elle est un peu ambiguë. On sent bien qu'elle n'est pas gauloise de souche, mais on ne peut pas vraiment déterminer si elle est antillaise ou marocaine ou tunisienne ou d'ailleurs. Vous savez que nos ancêtres les Gaulois, il ne faut pas le prendre au premier degré. Oui. Quand on dit nos ancêtres les Gaulois, ça veut dire qu'on adhère aux valeurs de la France. Oui, mais c'est tout à fait ma position. C'est d'ailleurs celle que je défends dans mon livre. Oui. C'est celle-là que je défends dans mon livre. C'est qu'on peut être gaulois sans avoir une goutte de sang gaulois. Donc c'est ce que je considère être mon cas. Et donc il s'agit de ma grand-mère maternelle, c'est-à-dire de la mère de ma mère, qui était un personnage assez singulier aussi, puisqu'elle était inscrite avocate au barreau de Paris. Elle est née à la Martinique. Elle était inscrite au barreau de Paris en 1910. Et elle a fait 2 enfants avec mon grand-père, bien sûr, qui était lui-même antillais. Elle a fait 2 enfants qui sont nés ici, à Ambleny, parce que le docteur agricole était médecin accoucheur, et qui ont vécu toute leur jeunesse à Ambleny. Alors, cette très belle jeune femme est morte à 27 ans de la tuberculose, à l'époque où la tuberculose tuait une quantité extraordinaire de jeunes gens, en France comme dans toute l'Europe. Et donc, je ne l'ai évidemment pas connue, et elle avait épousé un jeune étudiant que lui, j'ai énormément connu, car c'est pratiquement lui qui m'a élevé, qui était mon grand-père maternel, et qui était un magistrat. Un juge, un magistrat qui avait la singularité d'avoir été magistrat en Afrique exclusivement. Il était sorti major de l'école coloniale dans les années 1910 et il a terminé à la Cour de cassation à Paris. Il a été le premier noir, le premier antillais et le premier magistrat issu de l'école coloniale à intégrer la noble Cour de cassation à Paris. Et donc, je n'ai pas connu sa femme, mais qui était fort jolie, je trouve.
Ah oui, absolument. Alors, arrive-t-elle ici? Elle arrive ici par son mari, mon grand-père. Et comment mon grand-père arrive ici, qui n'a aucun lien de famille avec le docteur agricole, c'est que le docteur agricole et sa femme, n'ayant pas d'enfants, ont décidé assez jeunes, 35 ans, non pas d'adopter, mais de servir de ce qu'on appelait correspondant à des étudiants boursiers qui avaient quitté la Martinique pour y revenir 5 ou 10 ans après, et qui étaient à Paris, au risque d'attraper la tuberculose, évidemment. Et donc, ces correspondants, il n'était pas le seul, c'était les mœurs de l'époque. Il y avait un certain nombre de bourgeois de province qui étaient les correspondants. On se situe avant la guerre de 14, on se situe entre 1899 et 1910. Oui, juste au moment de l'exposition universelle. À peu près. Et donc, il a accueilli un certain nombre d'étudiants martiniquais, noirs, et il les a accueillis en Amblonie pendant les vacances, et ces gens-là ont fait souche. Certains se sont mariés avec des filles de cultivateurs ici, dont le docteur Magloire, qui a été un des médecins du village pendant 50 ans lui aussi, le général Barbe, enfin un certain nombre d'Antillais qui ont construit des maisons. Et mon grand-père, lui, n'a pas construit de maison parce qu'il était fonctionnaire, il n'avait pas les moyens. Et donc, il a été toujours hébergé chez le docteur agricole qui lui a laissé cette maison en héritage. Et ma mère y est née, et moi je suis né, et nous sommes nés dans la même chambre. C'est simple, et je dors dans la chambre où ma mère est née et où je suis né. Ici, dans cette maison? Oui, dans cette maison-là, oui. À l'étage au-dessus. Cette maison qu'on appelle en Amblonie la maison du docteur agricole. C'est non seulement la maison du docteur agricole, mais elle est rue du docteur agricole. Voilà. Parce que les Ambloniens n'ont pas la mémoire courte. Et lorsqu'il est mort, comme un vieux monsieur, il avait presque plus de clients, parce qu'il est mort assez vieux, il est mort à 84 ans. Il exerçait encore? Il exerçait, il n'y avait pas comment dirais-je, d'assistance sociale à l'époque. Il est mort en 51, tout ça n'était pas vraiment organisé, surtout pour les médecins. Oui. Bon, donc il est mort ici, et il a été emmené à dos d'homme jusqu'au cimetière d'Amblonie, ça fait bien un bon kilomètre, par des hommes qui l'avaient fait naître, car il était le médecin accoucheur du canton. Et donc c'est une histoire assez sympathique, dont je n'ai pas d'image de racisme. Je dirais même que le terme ségrégation n'existait pas, le terme communautarisme n'existait pas. De ce temps-là, tous ces gens-là qui se savaient évidemment pas picards, encore que je pense qu'on n'est pas vraiment en Picardie là, on est dans l'Île-de-France, oui, on est à la frontière du Valois, oui. Donc on n'est pas vraiment picards, mais enfin, tous ces gens de l'Île-de-France, ils se savaient bien pas de là, mais ils se considéraient comme moi-même comme un Gaulois. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Absolument. On peut être Gaulois de cœur. Ouais, ils se considéraient d'abord français, mais en plus ils considéraient qu'il n'y avait pas vraiment de différence, il n'y avait qu'une différence du fait qu'il avait passé une partie de sa vie ailleurs, sous les cocotiers, et qu'il avait une couleur d'épiderme qui changeait, mais au demeurant, il lisait Homère dans le texte, et il lisait Voltaire, et donc il se considérait comme un Français. Ce n'est que l'enveloppe du paquet cadeau. C'était que l'enveloppe. L'enveloppe, oui. Est peut-être des qualités, enfin je veux dire, il avait gardé quelques usages alimentaires. Oui. Par exemple, il mangeait les haricots avec du son. M'expliquez pas pourquoi, mais ça se fait aux Antilles pour des raisons sans doute de digestion. On met du son. Oui. Alors je ne sais pas si ça se fait. Je pense que c'est encore utilisé pour les gens qui ont des problèmes, pour renforcer les intestins. Exactement. Donc voilà une habitude. Il mangeait du piment. Et puis c'est à peu près tout ce qu'il avait d'original pour le reste. C'était un médecin comme il y en a. Je pense qu'il a fait beaucoup de bien pour l'intégration et puis l'acceptation qui à l'époque n'était pas celle de maintenant des personnes de couleur. Oui, mais à l'époque il n'y avait pas de problème d'intégration des personnes de couleur. Mon grand-père a été le seul de toute sa bande
d'Antillais, ils étaient une dizaine d'étudiants, enfin une quinzaine, il est pratiquement le seul à avoir épousé une Antillaise. Toutes les autres ont épousé des métropolitaines. Alors je dis les autres, c'était essentiellement des garçons. Ma grand-mère est une exception absolue, qui était une jeune femme qui, avant 14, avait fait des études supérieures en venant de la Martinique. C'était très très rare. La plupart, c'était des garçons. Et les garçons se sont mariés avec des continentales. Enfin, je dis des continentales parce que c'est le terme corse. Je suis à moitié corse, ce qui fait que c'est compliqué. Parce que je vois que vous dites continental. Oui, je dis Vous métropolitain. dites que les Antillais sont des immigrés, ils ne sont pas vraiment des immigrés, ils sont des Français. Non, non, je compare l'immigration antillaise à l'immigration du docteur Beaune qui avait quitté l'Alsace. Que les Alsaciens bah oui, aussi. Ah oui, c'est en ce sens-là. Vous savez qu'il y a des personnes très nationalistes qui considèrent vraiment ces territoires comme français. Oui. Lesquels? Ceux-là? Oui. L'Alsace surtout, oui, et enfin, dans un second lieu la Martinique aussi. Oui, non, mais je dois vous dire que la très grande majorité des Antillais se considèrent comme français. Les Alsaciens, c'est même pas la peine de poser la question. Donc, les gens qui sont Alsaciens ou Corses, c'est comme français aussi. Et alors, parlons pas des Bretons, même s'il y a des nationaux bretons. Bon, tout ça font des parfaits français. Pour des raisons que je pourrais expliquer de mon point de vue, c'est que la France a cette particularité, à mon avis, unique, peut-être unique au monde, d'être une nation qui n'est pas constituée par un peuple. Non. Il n'y a pas un peuple français. D'ailleurs, excusez-moi de vous couper, les Américains, lorsqu'ils viennent en France, oui, lorsqu'on s'adresse à quelqu'un de couleur, comme on s'adresserait à n'importe qui, oui, ils sont surpris. Ah bah, je raconte la surprise extraordinaire des soldats américains noirs qui, en 1944, ont été cantonnés à Ambleny, Queuvre, par là. C'était une unité noire américaine. Et ils ont été reçus ici, chez le docteur Agricole, et ils ont été accueillis notamment par la sœur de ma mère, qui avait à l'époque 35 ans, parce qu'elle parlait anglais. Et ils ont été absolument stupéfaits de voir que le médecin notable de ce village de Blancs pouvait être noir. Ça leur paraissait un truc qui était aussi extraordinaire que nous, lorsqu'on a appris que les Américains avaient élu Barack Obama président des États-Unis. C'était quelque chose de très, très, très étonnant. D'un point de vue, c'est une opinion. La France n'est pas un peuple, mais tout un ensemble de petits peuples qui ont été fusionnés dans une nation qui, elle, a été voulue par le pouvoir de l'État. Ça fait 1000 ans que les rois de France, puis la République, l'empereur, etc., ont construit la France. On n'est pas parvenu à nos fins, parce que quand vous regardez cette carte, bien, écoutez, la France, ça devait s'arrêter au Rhin. On n'est jamais arrivé jusqu'au Rhin. Mais depuis les Capétiens, le but, c'est d'être la mer d'un côté, les Pyrénées, la mer, les Alpes et le Rhin. Alors, on n'est jamais arrivé au Rhin, mais la volonté royale a été d'unir ces peuples qui n'ont probablement que très peu de rapport. Il n'y a pas de rapport entre les Corses, les Basques, les Bretons, sauf la langue. Mais ce sont des petits peuples. Nous revenons au livre. Là, vous avez écrit un livre sur... ça porte exclusivement sur le docteur Agricole? Non, du tout. Ce livre s'appelle Pièces d'identité au pluriel. Et à l'origine, je voulais l'appeler la déposition. C'est-à-dire que ça n'est pas... C'est un vieux monsieur qui dépose. C'est moi le vieux monsieur. Oui. Et c'est l'école de la République. Qui font la nation. Oui. Pour laquelle il y a 1 500 000 jeunes qui se sont fait tuer en 14. Oui. Vous voyez derrière moi un certain nombre de soldats de la guerre de 14. La guerre de 14 est sans doute chez moi presque névrotique. Pour une raison qui tient à la fois à son absurdité totale, c'est la guerre la plus absurde de l'histoire, il n'y a pas plus absurde sans doute. Elle a été abominablement difficile à faire, terriblement meurtrière, et en plus on est sur la ligne de front, là. On est à 1 kilomètre de la ligne de front. Ambleny a complètement été détruit en 1918, en juin 18.
complètement ravagée, y compris cette maison qui avait été éventrée, et elle a été reconstruite avec les dommages de guerre après. Donc la guerre de 14 est très présente. Oui. La guerre de 14, c'est cette fusion de la totalité des jeunes Français. Je crois qu'il y a eu 8 millions de Français mobilisés dans la guerre de 14, de toutes couleurs, de toute provenance. De tout continent, d'ailleurs. Et de tout continent, absolument, absolument. Ça a été, si je vous dis Lunendorf, ça vous dit quelque chose? Oui. Il a détruit beaucoup dans cette région, à Coucy-le-Château. Ah ben, ils ont beaucoup détruit en 18. En réalité, oui. en 18, les Allemands ont plus détruit en 18 qu'avant. C'est l'année 18 qui a été effrayante pour la construction. Enfin, on avait beaucoup démoli Reims et Soissons parce que c'est des villes qui avaient résisté pendant des années à l'envahisseur. Mais Coucy-le-Château a été détruit en 18, Ambleny, tous les villages alentours ont été détruits à coups de canon en 18. C'était la politique de la terre brûlée. Enfin, oui. C'était une guerre imbécile. Hein. Il n'y avait pas de raison que l'Europe se suicide. L'Europe s'est suicidée. Oui, parce qu'après, ça n'a plus été pareil. Rien n'a été pareil. Puis les Allemands ont probablement raison quand on dit la guerre, on dit la première et la deuxième guerre. Les Allemands, m'a-t-on dit, disent la guerre de 30 ans, 14-44. Et je pense que c'est les Allemands qui ont raison. Il y a eu effectivement un espace de temps au cours duquel on ne s'est pas tapé dessus, mais la guerre de 40 procède de la guerre de 14. La définition de la paix, c'était la préparation du temps de guerre. Ah ben, ça a été là depuis des années, au moins depuis 1870, on attendait la réplique. J'ai chez moi à Paris un panneau qui est l'ordre de mobilisation de 14. C'est-à-dire, il est de cette taille-là à peu près, c'est les affiches que l'on affichait sur les murs de toutes les communes, que l'on a affichées le 2 août 14. Et ce qui est surprenant, c'est qu'elle est complètement imprimée, mobilisation de tous les hommes, tatati, tatata, mer, terre, etc. Et vous avez en blanc la date. Et alors, c'est écrit à la plume, dimanche 2 août 14. Et si vous me posez la question de savoir à quelle date cette affiche a été imprimée, pré-imprimée, vous aurez la surprise que je vous réponde en 1904. C'est-à-dire que l'imprimerie nationale, 10 ans avant la déclaration de guerre de 14, avait déjà pré-imprimé les ordres de mobilisation. C'est dire quelle époque. On appelle ça la belle époque, mais je ne pense pas que c'était tellement la belle époque. Les gens vivaient l'arme au pied en attendant que ça pète. Alors, ils pensaient effectivement arriver en Berlin en 2 mois. Ils ont mis 5 ans pour pas arriver à Berlin d'ailleurs. Mais ça devait être la belle époque pour le tout Paris. C'était la belle époque pour une frange de Parisiens, sans doute, oui, pour une frange de Parisiens aisés. Avec des belles robes. Voilà, c'était pour les artistes parisiens, c'était la belle époque, sans doute. Et puis c'était la belle époque, sans doute, par opposition à la guerre de 14, qui a duré quand même 5 ans et qui n'a pas été, facile à vivre. Le côté artistique qui a été bien sûr, très important. D'un vieux monsieur qui dépose, c'est moi le vieux monsieur, et je dépose des choses que je considère qui méritent d'être rappelées. Alors, parce que ce sont des temps qui ont disparu. Pas une déposition comme le tribunal. C'est un peu le même terme. Il n'y a pas de colifichet, il n'y a pas beaucoup d'adjectifs ni de compléments d'objets. Ce livre raconte Ambleny, et puis il raconte la Corse du 19e siècle, parce que la Corse en a été au 19e siècle dans les villages jusqu'aux années 60. Moi, je suis arrivé en 45 en Corse, c'était encore le 19e siècle. Donc, je raconte ma famille corse, qui est très, très compliquée, et bien qu'elle soit originaire du même canton, les 2 branches de ma famille, on a 2 branches, un grand-père et une grand-mère paternelle, et mon grand-père et ma grand-mère paternelle n'ont probablement pas une goutte de sang en provenance d'un autre endroit que leur canton,
je ne dirais pas depuis Néandertal, mais depuis le néolithique. Oui, ils n'ont jamais bougé. Ils n'ont jamais bougé jusqu'à mon père qui lui a bougé. Mais ils se sont toujours mariés. À l'époque, dans un rayon de 8 km? Bah oui, dans un rayon de 8 km qu'on pouvait faire à pied, absolument, bien sûr. Ils se sont mariés dans le canton. Et puis alors, comme ils étaient... Dans le canton de... Dans le canton, alors ce canton se trouve dans le golfe de Sagone. Le golfe de Sagone est le golfe qui est à l'ouest de la Corse. Il est au-dessus du golfe d'Ajaccio, c'est le plus grand golfe de l'île de Corse. Oui. Et donc vous avez une plaine qui s'appelle la Chinarca, qui est une plaine où il y a une dizaine de villages. Et mes parents corses viennent de cette plaine-là depuis très longtemps. Donc il y a un chapitre là-dessus. Et puis il y a un peu l'histoire singulière de ma famille à moi, mon père, ma mère, qui étaient des personnages un peu hors du temps, ou hors du monde surtout, ou hors du monde tel qu'on l'imagine. Et puis j'ai raconté quelques histoires d'avocats. Pas forcément d'une grande gaieté, mais pas forcément, comment dirais-je, un peu amer. La justice est une machine dans les dents de laquelle il vaut mieux éviter d'être. Vous savez, c'est la balance, on se pose la question de savoir si l'image c'est la balance romaine était l'image de la justice, et les Grecs avaient une autre image, c'était les dés qu'on jette. Je suis pour les dés, il vaut mieux éviter la justice. Enfin, j'ai fait le métier 55 ans et je continue à le faire, donc j'y trouve un intérêt. Oui. Et effectivement, le hasard a fait que déjà très aguerri, lorsque j'avais autour de 45-50 ans, j'ai commencé à avoir des dossiers de pénal, des dossiers non pas criminels, mais des dossiers de pénal. Et là, on rencontre effectivement des personnages, des histoires. J'en raconte 2 ou 3. De la politique? Non, pas spécialement de la politique, bien que j'ai défendu directement et indirectement au moins 3 hommes politiques, le fils, 3 hommes politiques, non, le fils du président Mitterrand, Jean-Christophe, qui a eu une histoire qu'on a appelée l'Angola Gate. Oui. J'ai défendu un garçon qui a été relaxé car il n'avait rien commis après une instruction de 16 ans, qui était Jacques Dominati, qui était lui un homme politique important à Paris. Il était maire adjoint et sénateur de la Seine. Et j'ai même aidé à défendre Robert Hue, secrétaire général du Parti communiste. Donc, ce qui prouve que les avocats peuvent être très éclectiques et que c'est pas parce qu'ils défendent tel ou tel homme politique ou tel chef d'entreprise ou pas, ou tel assassin, aussi horrible soit-il, qu'il faut les identifier. Ce sont comme des médecins. Ils soignent la blessure même très laide, très sale, très puante. Et les avocats font pareil. On pourrait vous répondre que certains avocats, enfin, c'est ce qui se dit, sont à la chasse des dossiers visibles. Bah, ça c'est vrai, mais ça c'est beaucoup. Mais c'est pas tellement grave, ça, c'est humain. Ce qui est moins compatible, c'est l'avocat militant. C'est moins compatible avec le métier. C'est comme les journalistes militants. Vous faites militant politique ou vous faites journaliste. Mais quand vous faites les deux, vous avez le droit d'avoir vos idées. Mais lorsque vous militez pour une cause, c'est assez difficile d'être un avocat honnête. Oui. C'est un peu sectaire. Vous êtes militant, particulièrement de sympathie pour les militants lorsqu'ils exercent. J'aime beaucoup les militants, toute forme de militants, même le militantisme est indispensable, mais pour les avocats, pour les magistrats, n'en parlons pas, c'est encore pire. Hein, donc il ne faut pas mélanger la robe et le militantisme, il ne faut pas mélanger la robe et le militantisme politique. Oui. Tout le monde a des idées politiques et ce n'est pas le sujet. Oui. Mais c'est pas très compatible, ça, c'est pas très compatible. Donc, quand je disais politique, c'est l'expression politique. Oui, alors l'expression politique
ne peut pas être, vous ne pouvez pas être un avocat de qualité si vous êtes sectaire et que vous seriez prêt à refuser de défendre un tel parce qu'il est du bord opposé. Oui. S'il a besoin de vous pour être défendu, la question ne se pose pas. Je veux dire. Le livre, c'est l'histoire, on pourrait dire que c'est un autoportrait de famille? J'ai écrit, c'est une facétie, j'ai écrit que c'était une non-autobiographie, mais c'est une autobiographie. C'est une autobiographie, mais en forme de puzzle. C'est que je ne raconte pas très chronologiquement tous mes faits et gestes, c'est assez secondaire. Je raconte des histoires. Je raconte des histoires. C'est un livre à tiroir. Si vous voulez, c'est un livre, non pas à tiroir, mais qui explique pourquoi, au terme de mon existence, hein, je vais quand même la glisser dans pas trop longtemps, c'est cadré dans un certain temps. Et quand j'avais 40 ans, j'étais persuadé que j'étais immortel. Maintenant, j'ai compris que je ne l'étais probablement pas. Enfin, j'ai des doutes. C'est un livre qui tend dans ce monde, dans le monde dans lequel on vit, où nous avons un combat considérable entre la conception française de la vie en commun, qui est une conception intégrationniste et assimilationniste des populations. On intègre, si on n'assimile pas, par exemple, on n'assimile peut-être pas les gens d'Extrême-Orient, oui, mais ils sont parfaitement intégrés. Bon, même s'ils ne sont pas assimilés, il n'y a pas tellement de mariages consanguins, mais enfin il y en a beaucoup. Alors que nous avons une société qui tend de plus en plus à s'américaniser, c'est-à-dire à se communautariser. Et je pense que ce n'est pas la France, le communautarisme, que c'est tellement peu la France qu'on a foutu à la porte les protestants qui étaient alors des vrais Gaulois. On a réussi à les foutre à la porte parce qu'ils avaient un moment où tout au moins les catholiques ont cru que les protestants voulaient former un État dans l'État, c'est-à-dire obéir à leurs règles. Et c'était insupportable. Ce n'est pas Louis XIV seul qui les a foutus. Les protestants sont des gens qui étaient remarquables par rapport à la masse de la population. C'était une forme d'élite. Au moins ceux qui étaient à la cour, peut-être pas. D'ailleurs, la France a perdu beaucoup de ses savants, de ses évidemment, de ses intellectuels, évidemment, mais ça a été une réaction quasi, une réaction physique, c'est-à-dire que la France n'accepte pas l'idée, elle va peut-être y être conduite, mais n'accepte pas l'idée qu'une communauté puisse se considérer comme régie par ses propres lois et non pas par les lois communes des Français. C'est quelque chose qu'ils acceptent mal. Donc on a un problème. Et pour revenir à mon livre, j'ai abouti à considérer que j'étais la quintessence du parfait gaulois, qui n'a pas une goutte de sang gaulois. Si, parce que comme je suis antillais, les Antillais ne sont pas complètement africains. Non. Ils ont quelques gouttes de sang blanc, généralement d'esclavagistes, évidemment. Des béquets. Et donc, je dois avoir quelques gouttes de charentais qui remontent à quelques... Voilà, donc j'ai un peu de gouttes de sang gaulois par la cuisse gauche. Par la cuisse gauche. Mais en réalité, je considère que vous savez, je suis très Victor Hugo là-dessus. Victor Hugo a une formule extraordinaire. Si vous me permettez de la citer de mémoire, Victor Hugo dit la France, ça n'est pas une armée, la France, ça n'est pas une communauté de personnes, la France, ça n'est pas un territoire, la France, c'est une âme. C'est-à-dire que moi, je dis, je ne suis pas poète, je dis la France, c'est une idée. Et évidemment, ce qui distingue les Français du non-français, c'est pas le fait qu'il soit né en France, c'est qu'il adopte l'idée ou qu'il ne l'adopte pas. Et donc, moi, je l'ai adopté. Et mes parents. Enfin, je l'ai adopté parce que mes parents l'avaient adopté. Alors, vous sentez... même les Corses qui se sont mariés entre Corses. Vous sentez comment?
Bah, quand je suis ici, je me sens, on dirait Picard, mais enfin je me sens valoisien, D'accord. sinon Picard. Et j'ai passé les années de force d'une vie, c'est-à-dire entre l'âge de raison, 7 ans, 6-7 ans, et l'âge de la puberté, c'est-à-dire l'âge pour les garçons où c'est juste avant les filles, parce que les filles dispersent. Ouais. Mais quand vous avez 7 à 15 ans, vous êtes rond, et vous êtes imprégné de ce que vous apprenez tous les jours. Et c'est une période d'enrichissement formidable, parce que vous n'êtes pas bousculé. Après ça, vous êtes tiraillé pour d'autres problèmes. Ça commence mal. Ça commence mal. Mais jusqu'à 15 ans, c'est formidable. Et moi, j'ai vécu de 7 à 15 ans ici, de 6 à 15 ans, dans cette maison. Oui. La maison du docteur agricole. La maison du docteur agricole. Oui. Formidable. En parlant du docteur agricole, Oui. mon père a connu le docteur agricole et il était de Corcy, près de Lampont. Oui. Et il avait un ami en Belgique qui était boucher aussi. Et mon grand-père a connu le docteur agricole et il était boucher à Corcy et il tuait ici dans le rue qui devenait rouge en Belgique avec la famille Sautillet. Sautillet, mais j'ai connu Sautillet. Et là j'ai croisé Alain Sautillet, puis mon père me racontait la même chose, c'est-à-dire que le docteur agricole, les gens qui étaient en difficulté financière, il ne les faisait pas payer. Et oui. Même plus que ça encore, il leur donnait, parfois il mettait sur son bureau un billet de... Il leur donnait les médicaments, parce qu'à l'époque, derrière ce mur, c'était une pharmacie. La pharmacie. Et il leur donnait les médicaments, et il leur glissait parfois un billet de 10 francs. Oui, mais je pense qu'il le faisait, moi je ne l'ai pas vu faire, mais je l'ai entendu beaucoup. Je ne suis pas certain que ce n'ait pas été assez courant. Je pense que dans les villages et dans les campagnes, les médecins, qui étaient quand même des notables, ont dû ne pas faire payer les pauvres. C'était avant la sécurité sociale, hein. On est avant 1945. Il n'y avait aucune couverture médicale. Et je pense que ce que faisait le docteur agricole, c'était l'honneur de la profession. Ce n'est pas forcément spécifique à lui. Alors lui, il l'a fait, on s'en souvient. Moi, je me souviens en tout cas qu'il était souvent payé en lapin dans les années 45, quand je suis arrivé en 45. Avant, j'étais à Dakar. Quand je suis arrivé en 45 ici, après y être né, on le payait en poulet, on le payait en légumes, oui. Les petites gens, les ouvriers agricoles. Donc ça, c'était assez courant. Alors qu'il donne un billet, disons que ça n'est pas pour ça qu'il est un saint. Il a dû faire ce que beaucoup de médecins de campagne devaient faire en définitive. Les normes, mais les avocats aussi, hein, ça existe de moins en moins, peut-être, mais j'en suis pas sûr. Mais les avocats qui étaient beaucoup moins nombreux, avant-guerre par exemple, il y avait des avocats qui normalement ne faisaient pas payer les pauvres, qui avaient un problème. Ils faisaient payer les riches. Ils augmentaient les honoraires des riches. Et puis, ce que j'appelais la communion des saints. Les riches vont payer pour les pauvres. Mais j'ai fait ça aussi il y a très longtemps. Maintenant, j'ai plus de clients pauvres parce que j'ai passé l'âge, je ne sais pas. Enfin, et puis, je ne saurais plus m'occuper de leur dossier. Mais tout le monde l'a fait un peu. J'appelais ça la communion des saints. On prenait plus aux riches, et puis comme ça, on prenait rien aux pauvres types qu'il fallait défendre. C'était comme ça. Et donc, il a gardé effectivement une réputation. Il n'a jamais fait de politique. Il n'a jamais fait de politique en 50 ans, alors qu'il aurait pu en faire, puisque c'était un des hommes les plus cultivés du canton, sur le plan de la culture, dans ce que ça a de connaissances. Mais je pense qu'à l'époque, ils étaient pris dans une tenaille, c'est-à-dire morale, c'est-à-dire où la personne n'était pas soignée, et parce qu'elle ne pouvait pas payer. Oui, oui. Ou elle venait gratuitement, mais c'était la seule voie possible. Mais oui. Et je pense que quand même les médecins français, dans leur ensemble, ont dû beaucoup. J'avais un médecin qui avait mon nom, d'ailleurs en Corse, dans mon village, qui s'appelait Vincent Versini, avec lequel je n'avais aucun lien d'alliance.
On a le même nom, mais c'est des noms courants. Versini, il y en a beaucoup. Un homonyme. Un homonyme, et il était dans mon village. Et c'était pareil. Et alors, l'extraordinaire de Vincent Versini, c'est que quand il a été soldat, il a été médecin militaire pendant la guerre de 14, et il est resté 1 an cantonné à l'hôpital militaire de Fontenoy, qui est à 1,5 km d'Ambleny. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, parce que c'était le médecin de mon village corse, qui avait fait la guerre de 14, et qui était resté 1 an à 1 km d'ici, sur le front, à 2 km du front, dans un hôpital de campagne, comme médecin. Et lui aussi, dans le canton, il ne faisait pas payer les pauvres, c'était pas possible. Il faisait payer les bourgeois, un peu plus. C'est une forme d'impôt. Non, normal. Non, communion des saints. Oui. On est de l'entre-deux-guerres à l'époque où on décapitait les erreurs de plaidoirie. Hein. Oui. C'était du sérieux. Donc il était avocat criminel. Où certains présidents de cour d'assises rayaient les noms pour mettre des oui. Et la personne était décapitée. À l'époque, c'était une erreur raide pour ce qui était de la justice. On décapitait encore plusieurs fois dans l'année, Oui. entre les deux guerres. Et je vois qu'il est un certain monsieur Daladier aussi. Oui, alors là, il est ministre avec Daladier. Oui. Et il y a Daladier, plus 2 autres. Il y a Demongy qui était ministre de l'Agriculture. Oui. Bonnet, et lui est un peu à gauche. Et il est ministre de la guerre à l'époque. Mais il a été un grand avocat, surtout. Il a été surtout un grand avocat. Et on parlait de la justice de l'époque, qui décapitait beaucoup à l'époque. Oui. Oui, on décapitait, on décapitait pas beaucoup, mais on condamnait à mort, oui. Je ne sais pas quelles sont les statistiques, mais en fait, il devait y avoir plusieurs décapitations par an, bien sûr. Mais on a connu une époque où on a décapité au XIXe siècle pour des incendies volontaires de meules de foin. Ça s'est déjà produit une fois ou deux. L'incendie volontaire était condamné à mort. Et on a décapité des incendiaires de meules de foin, au moins, qui est rentré dans l'histoire. Je dis pas beaucoup de bien du système judiciaire français dans mon livre, parce que, bon, on se plaint des trains qui arrivent en retard et pas des trains qui arrivent... alors que je suis le petit enfant de l'homme qui m'a élevé, qui était lui un magistrat pur porc, pur jus, hein, il n'a jamais fait que ça. Qui a fini à la Cour de cassation. Et qui a fini assez haut. Oui. Mais le système judiciaire français est incomparablement meilleur, je parle du système criminel, le système pénal français est incomparablement meilleur en dépit de tous ces retards, ces lenteurs. Mais il y a beaucoup moins d'erreurs judiciaires en France que dans les pays anglo-saxons, qui en sont encore à un système barbare, qui est le système accusatoire. Barbare en ce sens qu'il n'y a pas d'instruction. Or, contrairement à ce qu'on croit, l'inquisition et l'instruction est une avancée qui est issue du droit romain, est une avancée très importante par rapport au système accusatoire, qui est le système anglo-saxon où on va défendre sa vie comme ça une fois, ou ça dure un mois parfois. Et là, les erreurs judiciaires sont beaucoup plus courantes dans le système anglo-saxon. Lorsqu'on plaide coupable, on est déjà ficelé, quoi. Oui. Oui, enfin, on évite le pire. On évite le pire. Oui. Mais ça vient en France aussi, je ne suis pas tellement chaud, mais le plaider coupable arrive en France parce que ça permet de simplifier. De simplifier. C'est quand même fou l'effet que ça fait. Que tu vois rouler. Des yeux, des hanches, c'est tout fait dans mon café. Rien que m'énerver, rien que m'exciter. Ce soir, elle sera blanche. Que j'aime ta couleur café. Café, j'aime ta couleur.
Thank